Bonjour, l'invité de la rédaction est aujourd'hui Édouard Philippe, député maire Les Républicains du Havre. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour Stéphane Thierry. Alors vous avez assisté ce matin à l'élection d'Hervé Morin comme président de la nouvelle région Normandie. Il a misé l'intégralité ou la quasi-intégralité de son discours sur le développement économique. Est-ce que pour vous c'est une bonne stratégie et est-ce que finalement un président de région a les moyens nécessaires pour faire du développement économique ? Bien sûr, c'est une bonne stratégie. Je dirais même que c'est la seule possible. Pourquoi ? D'abord parce que la loi confère aux régions, et aux nouvelles régions notamment, des compétences en matière de développement économique qu'elle ne confère à aucune autre collectivité territoriale. Autrement dit, c'est à la région qu'il revient d'organiser les politiques publiques destinées, on l'espère, à favoriser le développement économique. Donc il a raison de le dire et de l'assumer. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a des besoins considérables en Normandie. D'abord parce que les indicateurs, la situation économique normande n'est pas très satisfaisante. Le taux de chômage est plutôt supérieur à la moyenne nationale, le niveau d'investissement est plutôt inférieur à la moyenne nationale. Et les entreprises sont en difficulté, Sidel, Chapelle Darblay. Et un certain nombre d'entreprises connaissent des difficultés. Il ne faut pas non plus oublier, on a toujours tendance à le faire quand on est en France, parce qu'on aime bien voir le verre à moitié vide. Il y a aussi des entreprises normandes qui vont très bien, qui conquièrent des parts de marché, qui réussissent formidablement et en France et à l'international. Ne les oublions pas non plus. Mais enfin, en tout cas, on peut faire mieux. Ça, c'est certain. Et c'est un défi à la fois pour la région et pour le président du conseil régional, mais c'est surtout un défi pour l'ensemble des Normands qui ont besoin, quand ils travaillent dans l'industrie, de se développer, dans le tourisme, d'attirer encore plus de visiteurs, dans l'agriculture, de trouver des nouveaux marchés. Bref, c'est un défi normand. Et le fait que le nouveau président du conseil régional fasse de ce développement économique un des axes majeurs de sa stratégie est plutôt une bonne chose. Alors vous êtes également le président de l'agglomération du Havre. Hervé Morin a dit ce matin sa volonté de travailler avec les présidents des 3 grandes agglomérations, Le Havre, Caen et Rouen. Quelle sera cette collaboration et qu'est-ce que vous attendez précisément du travail conjoint avec la région ? D'abord, je me réjouis de l'annonce qui a été formulée par Hervé Morin ce matin. Elle répond à non pas des interpellations, mais à des invitations qui sont venues de la CREA, par la voix de Frédéric Sanchez, de la CODA, la communauté d'agglomération Havraise, par ma voix, et aussi, je le sais, par Joël Bruno à Caen. Et au fond, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a en Normandie, aujourd'hui, 3 grandes agglomérations. Ça ne veut pas dire que les autres, on doit les oublier. Il y a Dieppe, Évreux, il y a Dieppe, il y a Cherbourg, il y a Évreux, elles comptent beaucoup. Mais il y a 3 agglomérations majeures, principales, qui regroupent près de la moitié, plus de la moitié de la population normande. Et que ce sont dans ces agglomérations que se font l'essentiel de la création économique, l'essentiel du développement économique, l'essentiel de la création de valeur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire ailleurs, mais ça veut dire qu'il y a une nécessité pour ces 3 agglomérations d'être entendues par la région, de travailler à la région pour voir dans quelle mesure on peut avoir des politiques communes, des politiques organisées, des politiques complémentaires aussi. Donc je pense que c'est un très bon signal à envoyer. Pendant la campagne, Hervé Morin a beaucoup dit qu'il allait travailler avec les 5 conseils départementaux. Avec un G6. Voilà, il a parlé d'un G6, les 5 conseils départementaux plus le conseil régional. C'est très bien. Je crois que c'est important qu'il ait aussi une relation de travail et de confiance avec les 3 grandes agglomérations normandes et le conseil régional. Et moi, j'y suis tout à fait prêt. Et je sais que ça se passera bien. Enfin, en tout cas, je pense que ça se passera bien. Parce que ce soit Rouen, Caen et Le Havre, nous avons, depuis maintenant plusieurs années, l'habitude de travailler ensemble. Ça se sait peut-être trop peu, mais nous nous parlons, nous réfléchissons ensemble, nous nous faisons, je crois, confiance. Et je pense que le fait que le conseil régional puisse venir travailler avec nous est une bonne chose. Mais précisément, qu'attendez-vous de la région ? Qu'elle investisse dans la région havraise ? Qu'elle continue d'investir ? La région a toujours investi dans l'agglomération havraise. Quel qu'en ait été le président du reste, quand c'était Alain Leverne, le conseil régional investissait au Havre, dans l'agglomération havraise, pardon. Quand c'était Nicolas Maillard-Rossignol, il le faisait également. Et quand ce sera Hervé Morin, il le fera aussi. Pourquoi ? Parce que nous avons des projets. Et que ces projets sont de bons projets, et que donc le conseil régional participe au financement de ces projets. Donc, bien sûr, j'attends de la nouvelle région qu'elle continue à investir. Confirmation de ces projets. Bien entendu. Mais je ne suis pas très inquiet là-dessus. Ce que j'attends aussi, c'est la définition d'une politique métropolitaine, d'une organisation des politiques métropolitaines qui permettent de développer ce que j'appelle la complémentarité entre Caen, Rouen et Le Havre. Je dis depuis longtemps, et vous m'avez déjà entendu le dire, qu'aucune de ces 3 villes, à elle seule, ne peut prétendre une place dans la grande compétition entre les cités européennes. C'est comme ça, on peut le déplorer. Enfin, c'est un fait. Lille, Marseille, Lyon sont des villes d'une importance plus considérable et d'une force plus considérable que Rouen, Caen ou Le Havre. Bon. Donc notre salut ne passe pas par le choix d'une de ces 3 villes, il passe par la complémentarité de ces 3 villes. Elles sont proches, elles s'entendent bien, elles se connaissent bien, et il me semble qu'à 3, nous pouvons être aussi forts, voire plus forts que d'autres. Est-ce que le moment est venu pour vous,
maintenant que la région a basculé à droite, de relancer le projet de pôle métropolitain que vous avez déjà dans les tuyaux depuis des mois. On n'a pas du tout attendu que la région bascule à droite pour relancer le projet de pôle Pour l'instant, métropolitain. le projet est figé. Pas du tout. Les communes et les agglomérations commencent à délibérer. Nous avons relancé le processus au cours de l'automne dernier. Donc le processus est relancé. Et notre souhait, c'est quoi? C'est pas du tout d'organiser un grand machin, une couche supplémentaire sur le millefeuille, un truc qui ressemblerait à la métropole rouennaise. Rouen et métropole, c'est la loi qui a dit que c'était une métropole, très bien. Mais nous, on ne veut pas construire ça. On veut construire un ensemble dans lequel des élus de communautés d'agglomération et de communautés de communes peuvent se parler et décider qu'elles font des actions en commun, sans piquer les compétences à ceux qui veulent participer avec nous, mais simplement en se disant, là on a un intérêt commun. Par exemple, le développement du tourisme. Quand vous avez dans l'estuaire de la Seine, Honfleur, Deauville, Lisieux, Le Havre, Fécamp et Etretat, vous avez un potentiel touristique exceptionnel. Bon, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre tous, puisqu'on est voisins, autour de la table en se disant, on va essayer de créer un ou deux événements, on va essayer de créer une politique qui nous permet de développer et de tirer encore plus profit de ce potentiel extraordinaire qu'est le nôtre. C'est ça qu'on veut faire. Donc on ne menace personne, on ne force personne, on veut simplement pouvoir travailler en bonne intelligence entre voisins. Parce que l'estuaire de la Seine, ça bloqué du côté de l'État. C'est un voisinage. Jusqu'à présent. Vous savez que le précédent préfet, par un sectarisme qui ne lui fait pas honneur, avait bloqué ce projet alors que tout permettait de le faire. Il ne vous aura pas échappé que depuis ce matin, il y a un nouveau préfet en Seine-Maritime, une préfète en l'occurrence, en Seine-Maritime et en Normandie. Et j'espère que l'État, sur ce dossier, comme peut-être sur d'autres, se ressaisira. Alors vous avez évoqué la nécessité de créer des événements. Hervé Morin a annoncé qu'une agence de l'attractivité serait installée au Havre. Une bonne nouvelle pour le Havre. On verra. Mais il l'avait dit pendant la campagne et je considère qu'en effet c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, en réalité, ce n'est pas tellement une agence et ce n'est pas tellement le fait qu'elle soit au Havre. Je pense que c'est une excellente idée de s'interroger et de mobiliser les partenaires normands sur la question de l'attractivité. Mais à quoi ça va servir? Comment ça va fonctionner? C'est pas moi le président de la région et c'est pas moi le président de l'agence. Ce que j'ai cru comprendre du discours d'Hervé Morin, c'est qu'il s'agissait de créer une petite structure, une toute petite structure, dont l'objectif est de coordonner et de développer des événements de nature à faire venir en Normandie un maximum de monde. Et la Normandie, encore une fois, sait le faire. D'abord parce qu'elle a des sites touristiques exceptionnels et parce qu'elle sait organiser des événements. Je pense, par exemple, s'agissant de la basse Normandie, aux mondiaux du cheval qui s'étaient... Les Jeux équestres. Les Jeux équestres, pardon, j'ai oublié le nom exact, mais parce que je ne suis pas très intéressé par les questions équestres. Mais enfin, on a là un potentiel, un savoir-faire, et il faut évidemment le développer. Et l'idée de créer cette agence et de la créer au Havre, ville classée au patrimoine mondial, et ville qui a fait le pari d'un développement touristique, même si ça pouvait... il y a 10 ans, surprendre beaucoup et qui commence à payer aujourd'hui, est probablement un beau symbole. Alors revenons un instant sur le résultat des élections régionales. Il y a quelques mois, on donnait un boulevard à Hervé Morin. Finalement, au soir du 13 décembre, il gagne de 4709 voix, pour être précis. Ouais. Comment analysez-vous ce résultat? C'est un résultat serré qui traduit le fait que Nicolas Maillard-Rossignol a probablement mené une très belle campagne en Normandie, qui montre aussi la division en 3 blocs, alors 2 blocs presque égaux et puis un bloc un petit peu inférieur, de l'électorat normand. Ça rappelle à ceux qui pensent qu'une campagne est gagnée d'avance que ça n'est jamais gagné d'avance. Voilà, néanmoins c'est une victoire qui n'est pas contestable et qui n'est d'ailleurs pas contestée et qui permet, compte tenu de la loi électorale, à Hervé Morin de disposer d'une majorité sûre et de mettre en œuvre la politique sur laquelle il s'est engagé pendant la campagne. Donc je n'y vois qu'au fond des raisons de me réjouir dans la vigueur de la démocratie. Alors, il y a quelque chose qui est apparu quand même avec ces résultats, c'est que les grandes villes ont majoritairement voté pour le candidat PS, notamment au Havre, oui, mais c'est vrai. Notamment à Rouen, où Nicolas Maillard-Rossignol fait 49% des voix au second tour. Quelles conclusions il faut en tirer à Rouen, par exemple? Je ne sais pas si... D'abord, je me garde bien de tirer des conclusions municipales s'agissant d'élections régionales. Ça donne une indication tout de même sur l'état de l'électorat. Écoutez, à Rouen, personne n'est surpris par le fait que c'est une ville de gauche. Elle vote majoritairement à gauche à toutes les élections. Et d'ailleurs, elle a élu un maire de gauche, à nouveau. Au Havre, tout le monde sait que à peu près toutes les élections, la majorité est de gauche, sauf aux élections municipales. Il se trouve qu'au Havre, depuis maintenant longtemps, départementale la dernière fois. Bon, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, ce sont les écarts, et c'est de constater que ce phénomène d'un parti socialiste très urbain est un phénomène qui n'est pas du tout normand, qui est français. Ce que vous décrivez a été vrai évidemment en Bretagne, a été vrai pour l'essentiel dans la grande région Aquitaine. On a un parti socialiste qui a probablement un peu perdu, qui a même complètement perdu ses racines ouvriéristes, son électorat traditionnel, pour se concentrer sur un électorat qui est probablement plus un électorat fonctionnaire ou de service.
Et il est où cet électorat? Il est essentiellement dans les grands centres urbains. Donc ça n'est pas très surprenant d'une certaine façon. Mais indépendamment de ça, ce qui m'intéresse, ce sont les écarts. Et je constate qu'au Havre, des 3 grandes villes de Normandie, c'est au Havre que l'écart était le plus faible. Ouais. Mais est-ce que malgré tout, ça reste quand même une déception personnelle de voir que le candidat PS arrive en tête dans non, votre ville? pas. D'abord, au premier tour, c'est la liste que je soutenais qui est arrivée en tête. Je me permets de le souligner. L'élection se fait au second. Oui, peut-être. Vous savez, moi, je ne sais pas si les élections se font au second. L'expérience que j'ai au Havre, c'est qu'elles se font souvent au premier tour, quand il s'agit des municipales. Vous parlez des municipales. Voilà. Bon, la droite et le centre ont gagné finalement 7 régions sur 5. On n'est pas au niveau de la vague bleue. Non. Est-ce que c'est un échec pour Nicolas Sarkozy? Écoutez, je ne sais pas si c'est un échec pour Nicolas Sarkozy et je ne suis pas sûr d'avoir très envie de rentrer là-dedans. Ce que je constate, c'est que tous ceux qui affirment avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de vigueur que ces résultats traduiraient une immense victoire pour la droite, évidemment se trompent. On a un résultat qui est mesuré. Je me souviens de ce qui s'est passé quand la droite était au pouvoir et qu'elle avait subi le contre-coup de l'exercice du gouvernement en 2004 ou en 2010. Elle avait perdu toutes les régions. La gauche n'a pas perdu toutes les régions. Donc ça veut dire que en nombre de voix, ils ont fait un score tout à fait estimable, et on le voit bien en Normandie, où ils ont presque tutoyé la victoire. Donc la gauche ne s'est pas écroulée pendant ces élections. Le Front National a percé, et la droite, et c'est quand même pour ça qu'elle n'a pas perdu, elle a quand même remporté beaucoup de régions. Ça témoigne des difficultés de la droite, quand même. Ça témoigne d'un éclatement de l'électorat français, et ça témoigne là encore de ce que, imaginer que la désaffection pour le gouvernement en place, ou pour le président de la République en place, suffirait à garantir une victoire, est une idée fausse. C'est une idée fausse. Ça veut dire que la droite doit probablement travailler plus, affiner plus ses propositions, faire un travail beaucoup plus soutenu d'explication de ce qu'elle entend faire et de conviction. Et je pense que là, il y a pour l'année 2016 et pour l'année 2017 un champ extrêmement fécond de travail pour tous ceux qui auront envie de s'y livrer. Alors Édouard Philippe, est-ce que vous êtes favorable à un État fort? Oui, j'ai toujours été, vous savez, ça, dans la famille gaulliste, l'idée qu'on puisse vouloir un État fort, ça ne peut surprendre personne, mais entendons-nous bien. Un État fort, ce n'est pas un État omniprésent. Ce n'est pas un État qui pense qu'il peut tout faire. Ce n'est pas un État qui considère que parce qu'il s'intéresse à un sujet, il serait normal qu'il y ait une action puissante. Non, non. Un État fort, à mon sens, c'est un État qui sait se concentrer et réussir dans les domaines où personne d'autre ne peut réussir. En matière de sécurité, en matière de fiscalité, en matière de justice, en matière de politique extérieure, tous ces domaines où aucun acteur ne peut intervenir à la place de l'État, dans tous ces domaines, l'État doit être fort. Ça ne veut pas dire que ses serviteurs doivent être immodestes, ça ne veut pas dire que parce qu'on servirait l'État, on saurait tout mieux que les autres, ça veut simplement dire que si on ne se préoccupe pas sérieusement de consacrer les moyens nécessaires et les politiques nécessaires pour faire en sorte que, dans les domaines que je viens de citer, on réussisse et on obtienne des résultats, on court à la catastrophe. Alors, un État fort, c'est justement le titre du livre que va faire paraître Alain Juppé. Ça ne m'avait pas complètement échappé. Quelques jours, j'imagine bien. Dans ce livre, il dévoile un certain nombre de propositions et il revient notamment sur la lutte contre le terrorisme. Il estime également que la déchéance de la nationalité pour les binationaux est un coup politique de François Hollande. Il a raison. Est-ce que vous partagez cette analyse? Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison de dire que c'est un coup politique. Et après, on peut avoir son avis sur... En quoi c'est un coup politique? Mais parce que ce n'est pas le vrai sujet. Et tout le monde le sait. Je comprends très bien les gens qui disent les gens qui ont voulu tuer des Français, il faut les expulser du corps national. Je peux comprendre ce raisonnement, je ne le partage pas. Et je ne voterai pas... Vous ne voterez pas la révision constitutionnelle? Je ne voterai pas l'article sur la déchéance de nationalité, c'est certain. Pour le reste, attendez que je vois le texte, on verra. Mais sur la déchéance de nationalité, je ne la voterai pas. Mais si j'en veux beaucoup à François Hollande, c'est presque pas tellement pour avoir proposé cette mesure que je combats et à laquelle je n'adhère pas. C'est parce qu'en réalité, une fois de plus, il ne pose pas les vrais problèmes. Et je vais vous en donner. Je vais vous en donner quelques exemples. Au lieu de s'écharper et de consacrer des heures et des heures de débat public sur une mesure qui n'a aucune espèce d'effet opérationnel, qui est purement une mesure symbolique et qui d'ailleurs, à mon avis, n'a pas beaucoup d'effet en termes symboliques non plus. Au lieu de ça, pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas à des choses, à des sujets parfaitement concrets? Je vous en donne deux. Aujourd'hui, en France, dans les prisons françaises, on n'arrive pas à interdire les téléphones portables. Vous avez donc des gens qu'on a coupés, qu'on a condamnés, qui sont en prison parce qu'ils ont été condamnés, et qui organisent des trafics, passent des coups de fil, continuent à avoir l'impact qu'on veut pourtant faire cesser sur l'extérieur. Et quand on dit aux directeurs de prison, comment est-ce que... Ils n'ont pas les instruments pour. Ils n'ont pas les brouilleurs, ils n'ont pas les capteurs, ils n'ont pas les effectifs. Là, il se passe des choses. Quand vous voyez qu'aujourd'hui,
vous pouvez, alors même qu'on vous a privé de votre passeport, vous le faire refaire en allant au commissariat et en faisant une déclaration de perte parce que les fichiers ne sont pas croisés. Là, vous avez... Alors, c'est des petites choses, ça, c'est sûr que c'est pas spectaculaire. Il ne faut pas changer la Constitution, il faut se mettre au boulot. Et il faut régler un par un les nœuds qui font que les politiques publiques ne marchent pas. Et si j'en veux à François Hollande, c'est au moins autant parce qu'il propose une mesure symbolique que je combats, que parce qu'il ne tresse pas le vrai constat et qu'il ne permet pas aux forces de l'ordre de régler les vrais problèmes. Et ça, vraiment, c'est insupportable. Enfin, c'est comme si on passait des heures et des heures à parler d'un problème qui n'est pas au cœur du sujet. Au cœur du sujet, il y a des petites choses, mais des choses indispensables à faire, et vite. Il faut changer les prisons françaises. Ça ne va pas dans les prisons françaises. Est-ce que vous proposerez des amendements allant dans ce sens, par exemple les brouilleurs, vous citiez à l'instant? Mais les brouilleurs, ça ne relève pas de la Constitution. C'est une espèce de manie incroyable que peuvent avoir les Français, et alors les parlementaires, dont je suis encore plus, à penser que quand il y a un problème face à nous, surtout, il faut un texte. Puis quand c'est un grand problème, il faut le mettre dans la Constitution. Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Parfois, la solution, elle est beaucoup plus bas dans la chaîne des décisions, mais elle est beaucoup plus importante. Et moi, je crois beaucoup plus au travail sérieux des forces de l'ordre, des gardiens de prison, à leur permettre de prendre les mesures qui s'imposent, plutôt que la déchéance de nationalité, qui n'est pas un bon sujet. Et pourquoi je voterai contre la déchéance de nationalité? J'en termine là-dessus. Parce que, encore une fois, je ne crois pas que ce soit essentiel, parce que je ne crois pas qu'il faille commencer à se poser la question de savoir qui est digne d'être français. Je ne pense pas qu'il revienne à la Constitution de poser la question de savoir qui est digne d'être français. Parce que quand on commence à se poser cette question, on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réponses très différentes. Et qu'une fois que vous pouvez dire, bah oui, vous avez été français, mais on va vous l'enlever pour... On peut multiplier les raisons. C'est la boîte de Pandore? Bien sûr, c'est la boîte de Pandore. Et c'est pour ça que j'y suis opposé. Un sondage apparu la semaine dernière indique que les Français, enfin ils l'ont exprimé d'ailleurs le 13 décembre, souhaitent un renouveau du personnel politique. Et dans le même sondage, les mêmes Français disent que finalement leur personnalité préférée dans le monde politique, c'est Alain Juppé. Juppé, c'est moderne aujourd'hui? Écoutez, je pense que ce n'est pas la première fois que vous avez des sondages en matière politique qui peuvent sembler, en première analyse, un peu contradictoires. Je vais vous en donner un autre. Les Français sont majoritairement contre le cumul des mandats. N'empêche que, la dernière fois que j'ai regardé, ou que je me suis présenté à une élection, ce que je constate, c'est qu'ils désignent plutôt des gens, non pas qui cumulent 50 mandats, mais qui cumulent un mandat national et un mandat local. Hervé Morin a été élu alors qu'il est député. Tout le monde le sait. Donc, je me méfie des sondages. D'abord, par nature, je me méfie des sondages, mais je les crois difficiles à interpréter. Ce qui me semble vrai, c'est que les Français cherchent à la fois, sont désemparés par la classe politique et probablement déçus. Et pour essayer de dépasser cette déception, ils se tournent vers quoi? Ils se tournent aussi bien vers des gens qui sont regardés comme des gens pondérés, raisonnables, mesurés, ayant réalisé un certain nombre de choses, restant dans une certaine forme de modération et de nuance, tout en affirmant clairement leurs convictions, c'est le cas d'Alain Juppé, ou vers des gens neufs. On peut opposer ce double désir. En vérité, je pense que c'est l'expression de la même chose, c'est-à-dire une critique du monde politique, de la vie publique, un besoin de renouvellement, c'est vrai, mais aussi un besoin d'expérience et de solidité. Voilà pourquoi, à mon avis, les chiffres que vous avez donnés ne sont pas complètement contradictoires. Alors, vous avez cité le cumul des mandats. Est-ce que vous souhaitez qu'en cas d'alternance en 2017, la nouvelle majorité qui serait issue des élections de 2017 revienne sur cette loi? Moi, j'ai voté contre la loi interdisant le cumul des mandats. Et je m'en suis expliqué à l'époque en disant que je pensais que c'était plutôt un plus d'avoir des députés ou des sénateurs qui étaient par ailleurs maires ou présidents de conseils généraux et des maires qui pouvaient accéder au statut de député ou de sénateur. Donc j'ai voté contre cette loi et je pense que c'est une erreur d'interdire ce cumul-là. Encore une fois, je ne parle pas du cumul de 10 mandats comme ça a été le cas il y a 20 ou 30 ans. Hein. Je parle simplement de 2 mandats, un mandat national, un mandat local. Je ne pense pas que ce soit un vrai problème. Cela dit, la loi a été votée. Elle doit rentrer en application en 2017. Je ne crois pas qu'une nouvelle majorité, quelle qu'elle soit, pourrait, de façon crédible, expliquer aux Français que la première mesure qu'elle prendrait, la première, parce que par définition, si on voulait le faire en 2017, il faudrait le faire très vite, ce serait de revenir sur l'interdiction du cumul des mandats, plutôt que de s'occuper de sujets qui sont autrement plus sérieux pour les Français, comme l'emploi, comme la sécurité, comme la question de la santé. Imaginez l'impact qu'enverrait cette première majorité, cette nouvelle majorité, en disant, bon, écoutez, on vous a dit plein de choses, il y a plein de choses à refaire, le pays va mal, mais sérieusement, la première mesure qu'on prend, c'est on rétablit le cumul des mandats. Ça me semble inenvisageable. Alors, pourquoi certains le promettent? Je ne le sais pas. Je pense
que ça n'est pas faisable. Alors justement, dans 1 an et demi auront lieu des élections législatives. Serez-vous candidat? Vous serez obligé de faire un choix entre... Écoutez, moi, de ce point de vue-là, ça a été les choses ont été d'une très grande clarté. J'ai toujours indiqué que si la loi m'impose de choisir entre mon mandat de maire et mon mandat de député, je choisirais le mandat de maire. Je suis là-dessus d'une constance et d'une clarté totale. Si la loi m'impose de choisir entre maire et député, je choisis sans hésiter, sans le début du commencement de la moitié d'une hésitation, je choisis de rester maire du Havre. Pour une raison très simple, c'est que c'est un mandat merveilleux. Travailler comme maire au développement, au renouvellement urbain, à la résolution des problèmes qui se posent dans une ville, c'est, dans la sphère publique, je crois, ce qu'il y a de plus intéressant et de plus formidable. Donc il n'y aura pas de sujet chez moi. Alors un dernier mot, il y a quelques années, vous aviez publié un livre, Dans l'ombre, qui racontait les coulisses d'une élection présidentielle, d'une primaire à la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préparez un nouvel ouvrage? J'ai mis en pause, comme on dit, la rédaction d'un 3e roman, toujours avec mon camarade avec Gilles Boyer. D'abord parce que Gilles s'occupe de la campagne d'Alain Juppé, que vous aussi. Moi aussi un petit peu, donc on est un peu pris, donc on a décidé de ne pas écrire. Ça fait beaucoup de choses quand même, un maire du Havre et puis député, et puis en plus romancier. De la campagne d'Alain Juppé. Je ne vous dis pas que ça ne viendra pas un jour, mais pour l'instant on y a renoncé. En revanche, j'écris de mon côté un petit peu un livre que j'ai en préparation depuis longtemps sur la lecture et sur les livres, mes rapports aux livres et la politique publique qu'on essaie de mettre en place au Havre. Alors j'en ai écrit la moitié et il faut que je trouve un petit peu le temps pour écrire l'autre moitié. En général, j'écris la nuit, et même maintenant, les nuits sont courtes. Parution en 2016 ? Oh, je ne sais pas. On va d'abord le finir, puis on verra ensuite. Bien. Merci Édouard Philippe. Merci Stéphane. Et à bientôt pour un prochain invité de la rédaction.